des contes, puisque c'est sa victime, Florinde, qui revient sous la forme d'un chevalier inconnu et qui le tue en duel et qui à ce moment-là relève son casque, alors qu'elle est morte. Elle revient, donc on peut penser que c'est un spectre qui revient et qui le tue de façon à le punir de ses crimes, mais aussi avec une certaine forme de désinvolture, puisque chez Sade, le crime n'est pas du tout accompagné de son châtiment immanent. Comme ce sont des romans qui veulent apparemment et explicitement doivent être des leçons de morale, ils doivent présenter justement le crime comme étant puni. Mais là aussi, il y a, comme dans tous les cas où cela se présente, il y a aussi une sorte de détour, un petit peu une pirouette de Sade, qui montre que le crime est apparemment puni, mais que de toute façon ça n'a pas d'importance, il n'est pas plus puni qu'autre chose, puisqu'il n'entraîne jamais son châtiment, ni maintenant. Au contraire, même, on peut dire que, étant donné que ce Rodrigue a récupéré des quantités colossales, des tombereaux d'or qu'il a mobilisé des gens, on peut dire qu'il est victorieux en définitive et que c'est le crime qui triomphe, bien qu'apparemment c'est la vertu ou la victime qui l'emporte. Donc je tiendrai, c'est ça à bien donner les grandes lignes de cet apologue qui sinon devient très confus, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais dans ce cas-là, c'est une sorte de reprise, si tu veux, par Sade, et là je ne crois pas me hasarder en l'affirmant, c'est une greffe, si tu veux, de Sade sur une série de thèmes qui sont des thèmes appartenant à l'imaginaire immémorial, et avec cette sorte de liberté de variation qu'il prend sur lui de façon à accentuer la taille, la grandeur des crimes. Il renchérit toujours sur le crime. Plus un être est intéressant chez lui, plus il faut qu'il soit criminel. Puisque c'est là, justement, plus que l'on atteint sa vérité. Plus on entasse des crimes, plus on va atteindre la vérité de l'individu. C'est le secret d'Isabelle de Bavière. Plus on entasse cette histoire d'Isabelle de Bavière, tous ces crimes, ou ces malheurs, ou ces catastrophes historiques qu'elle a engendrées, qu'elle a patronnées, qu'elle n'a pas pu éviter, ou à l'origine desquelles elle a été pendant la guerre de 100 ans, tout cela va prendre sens en se nouant justement sur ce fond obscur, ce fond passionnel de la criminalité qui était chez elle à la fois une criminalité sexuelle et une criminalité sanguinaire. Et c'est chez Rodrigue, on trouve les deux pans. Il y a l'histoire qui est explicite, qui est celle des combats, celle de la gloire, celle de la lutte ouverte, et puis il y a la vérité secrète, cachée, enfouie, c'est ça, c'est cette vérité enfouie qui demande la fouille, je veux bien, oui, c'est-à-dire la pénétration au fond du puits. Et là encore, on en va penser tout à fait au puits et au pendule de Pau, puisqu'il y a le pendule et il y a le puits. Bon, est-ce que Pau y a pensé? Je ne pense pas du tout. Je ne crois pas, je ne sais même pas s'il a eu sous les yeux ce texte de Sade, très vraisemblablement pas. Mais c'est ce qui prouve que ça appartient à une forme de l'imaginaire occidental et même oriental, si ça peut remonter aux 1001 nuits, par exemple.
Mais tout ça ne nous parle pas de sexualité particulièrement. Ça nous parle un petit peu des alentours donc je te laisse des alentours un petit peu de l'écriture de Sade, de la façon dont il a conçu ce qu'il appelle roman, c'est différent, et son histoire, et son histoire des romans. Mais tu avais dit qu'il y avait également la sexualité qui intervenait. Alors là, on la voit un peu, mais pas tellement. À part le viol de Florinde, on ne voit pas particulièrement l'intervention de... Je te laisse la parole, donc. Oui. En ce qui concerne le concept des fouilles, je voudrais ajouter que si je mets en parallèle Buffon et Sade. Oui, mais c'est ça oui, que tu parles. Oui. Personnellement, enfin, je te laisse la parole. Personnellement, je ne suis pas du tout, mais du tout persuadé que Buffon joue le moindre des rôles là-dedans, et que, encore une fois, l'anneau de Gigès, l'histoire de Gigès de Platon ou d'Hérodote est largement suffisante, sans compter d'autres histoires dans lesquelles on verra des descentes dans les souterrains. Lorsqu'il y a dans le Moine de Lewis où il y a des descentes dans le souterrain, Buffon n'a rien à voir non plus là-dedans. Et il y a en permanence des gens qui creusent la terre, qui fouillent, qui sortent des cadavres. Mais la grande différence, à mon avis, qui existe entre Hérodote et Buffon, c'est Buffon fait une fouille pour préciser, pour saisir une temporalité, ce qui n'est pas le cas d'Hérodote. Hérodote cherche des trésors dans la narration des Gigès. Oui, mais Buffon crée la terre, il fait une fouille pour saisir une certaine temporalité. C'est certain. Ça c'est nouveau. Par rapport à l'Antiquité. On ne dit pas que c'est Sade. Il s'agit de la seule temporalité de Sade dans Rodrigue, c'est le fait que quand il descend dans cette tour enchantée, il y voit ces crimes qui ont été conservés. Oui, tout à fait. Mais c'est pas une temporalité. Oui, tout à fait. Mais la porte est ouverte par la statue du temps. Oui, mais en profondeur de l'inconscient. Là, je suis plus psychanalyste que de coutume. Je dirais que c'est bien l'exploration des profondeurs, de l'inconscient qui se trouve mentionné là. Mais dans la tour enchantée, ce qui règne, c'est la statue de temps. Oui. C'est la statue qui règne dans la tour enchantée. C'est ça mon point de vue. Oui. Et comme c'est la statue qui règne dans la tour enchantée, et étant donné que Buffon cherche le temps, cherche à saisir une nouvelle temporalité, il y a un point d'entrecroisement entre eux, puisqu'ils cherchent le temps. Tous les deux cherchent à saisir le temps. Quelque part, le temps joue un rôle central, chose qui différencie d'un coup les récits de Buffon et les récits de Sade par rapport à d'autres récits. Il n'y a pas seulement Buffon, il y a dans le temps, il y a au XVIIe siècle, au début du XVIIIe, il y a Leibniz. Oui, tout à fait. Il y a Wegener, il y a toutes les théories qu'on appelle celle du vulcanisme et celle du neptunisme, qui parlent de l'origine géologique de la Terre.
je te laisse la parole. Donc je vais ajouter quelques points de repère. Vas-y. Donc mon propos était de éclaircir quelques concepts, de donner quelques points de repère pour montrer le chemin qui conduit dès l'histoire à la chimère, en passant par la sexualité. Il y a, à l'époque des Lumières, il y a une narration, une tradition historiographique qui est entièrement nouvelle. Il s'agit de la tradition historiographique de Voltaire qui met en scène une nouvelle approche du temps qui Voltaire construit d'ailleurs une histoire de l'humanité qui s'avère culturelle et pas politique au sens strict du terme. L'histoire se trouve au cœur de la problématique des Lumières, puisque c'est par et dans l'histoire d'où l'on tire les concepts de progrès. Il y a une grande narration selon laquelle l'homme, en passant par divers obstacles, en vainquant l'obscurité, est capable de construire son propre futur. C'est une narration de type progressif qui est basée sur le savoir. C'est une croyance en savoir qui dirige la narration, qui porte sur le progrès. Dans ce contexte, qui est le contexte sans doute des Lumières, ça apparaît pour proposer quelque chose d'autre, pour proposer une autre vérité. Si bien que Sade approche l'histoire, il la dérive. Il la dérive vers un monde passionnel, criminel, etc. En quelque sorte, Sade déconstruit la vérité historique. Sade n'accepte pas entièrement le concept de progrès. Donc, il y a là une dérive vers une logique paradoxale hantée par des passions, par des crimes. C'est ça, en gros, mon point de vue qui peut amener l'intérêt de l'histoire à la chimère. Sade, en prétendant écrire l'histoire, il fait quelque chose d'autre. Il présente des écrits sous forme de romans qui portent sur la passion. Donc le moteur de l'histoire, disons, le moteur de la vie, selon Sade, est la passion. On peut, en gros, opposer deux visions différentes, la vision kantienne, la vision du progrès, et la vision
proprement sadienne. Oui. Il s'agit d'un couple examiné par vous d'ailleurs, sous le prisme de la sexualité. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que Kant Sade a lu Kant et vice-versa. Pas du tout. Ça s'effectue dans un milieu, dans une piste de pensée. Donc, il faut souligner le fait qu'il y a un récit qui s'éveille des Lumières et un autre récit qui est proprement sadien, qui va contre le récit des Lumières. Le cœur des Lumières étant une certaine conception du progrès, Sade la renverse pour proposer, pour affirmer le pouvoir total de passion, de la passion. Il y a donc, d'une part, le progrès, et d'autre part, la narration sadienne. La vérité, comme on l'a déjà vu, vacille entre l'histoire et les romans. Et la vérité s'avère une notion confuse qui peut être attribuée tantôt à l'histoire, tantôt au roman. Donc, la vérité est en quelque sorte immanent à l'écriture, hante, pour mieux dire la vérité, hante l'écriture chez Sade. C'est ça, la problématique tourne autour trois questions, trois petits problèmes, à savoir l'histoire, le roman et la vérité. C'est ça que je voulais montrer à travers l'étude de Rodrigue. Il s'agit d'une sorte de paradoxe. Sade prétend écrire sur l'histoire, tandis qu'il écrit des romans. Et quand il écrit des romans, il tire sa source d'inspiration de l'histoire, du corpus historique. Il y a un jeu d'écriture, là. Il n'y a pas de raisonnement précis. Sade prétend suivre Aristote, mais cela n'est pas du tout vrai. Sade a bien lu Aristote, ça c'est sûr, mais il évoque des concepts aristotéliciens pour embellir seulement son argumentation sans les suivre vraiment. Est-ce que vous voulez faire des commentaires sur ça? Non, parce que c'est juste ce que tu dis là. Je regardais ce que tu avais écrit là relativement à l'homme de Sade et aux passions qui sont effectivement en rupture avec une conception progressive comme celle de Kant. Tu as raison, puis c'est le progrès de la conscience, ou c'est l'émergence de la conscience, tandis que pour Sade, c'est au contraire
la reprise, le retour on pourrait dire, à l'archaïsme passionnel. Forcément, lorsqu'il y a référence à la passion, il y a quelque chose qui est en rupture avec la notion du progrès de la conscience. Tu as cité un passage qui est assez intéressant ici dans les idées sur le roman, mais dans notre état actuel, c'est à la page 44 de ton texte, quand l'homme a soupesé tous ses freins, lorsque d'un regard audacieux son œil mesure ses barrières, quand à l'exemple des titans il ose jusqu'au ciel porter sa main hardie et qu'armé de ses passions, donc c'est bien l'homme romanesque selon Sade, comme ceux-ci l'étaient des laves de Vésuve. Je rappelle qu'en 1848, il y a des groupes de féministes qui, reprenant une expression, ceux de Claire de Mar en particulier, qui reprenant une expression qui avait été utilisée à leur encontre par leurs adversaires, s'étaient appelées les Vésuviennes pour exprimer des revendications de la liberté sexuelle pour la femme. Or, cette confrontation entre la passion et la lave du Vésuve, il est intéressant de voir qu'elle est sadienne. Elle n'est peut-être pas exclusivement sadienne, mais elle est utilisée par lui. Il ne craint plus de déclarer la guerre à ceux qui le faisaient frémir autrefois, quand ces écarts même ne lui paraissent plus que des erreurs légitimées par ses études. Ne doit-on pas alors lui parler avec la même énergie qu'il emploie lui-même à se conduire? L'homme, la phrase est un petit peu, n'est pas d'une très grande clarté d'ailleurs. L'homme du XVIIIe siècle en a un mot. Est-il donc celui du XIe? C'est une interrogation. Et je pense qu'en fait, l'homme du XVIIIe doit retrouver cette énergie passionnelle qui se trouvait au XIe siècle. Ça fait penser, mais en sens inversé, puisque l'orientation est tout à fait différente à Rousseau, que d'ailleurs admire aussi paradoxalement Sade. Il admire beaucoup la Nouvelle Héloïse, alors que Rousseau est le défenseur explicite de la vertu, tandis que Sade est le défenseur de la passion criminelle. Mais il y a également chez Rousseau quelque chose qui le met en opposition avec les philosophes, ou un certain nombre de philosophes, et des philosophes du progrès, puisque vous le savez, Rousseau nie le progrès dans les mœurs, ni le progrès moral, affirme au contraire que l'homme civilisé est un homme énervé, un homme qui est l'homme de la décadence, l'homme qui a perdu les ressorts de l'humanité originelle, naturelle et également de l'humanité classique. Dans une certaine mesure, on va chercher Kant, mais il est beaucoup plus vraisemblable d'ailleurs que Kant était d'ailleurs un lecteur de Rousseau, mais on pourrait plutôt choisir Rousseau comme étant à la fois la contrepartie, mais à la fois quelqu'un qui a travaillé un peu dans le même sens que Sade dans la distance prise à l'égard de ce qu'on appelle les philosophes de l'encyclopédie à cette époque, en particulier les matérialistes d'Holbach d'Helvétius jusqu'à Diderot ou même Voltaire. Oui, tu dis ensuite, le temps actuel se présente comme neuf, absolument neuf, venant renverser par et dans la passion l'ordre du passé, archaïque
ou originaire. Oui, la phrase n'est pas très claire, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire venant renvers, c'est-à-dire qu'il retrouve justement par la passion quelque chose qui pourrait être appelé l'originaire, bien que les problèmes de l'origine ne se posent pas particulièrement chez Sade, contrairement à Rousseau qui a écrit plusieurs opuscules sur l'origine, origine de l'inégalité, origine du langage, origine de la musique, etc. C'est pas une préoccupation particulièrement sadienne, celle-ci, celle de l'origine. Oui, mais ça parle pour défendre, parle pour le XVIIIe siècle. Oui. C'est le siècle où l'on trouve l'énergie. C'est ça, la notion essentielle, c'est celle d'énergie. Oui. Une énergie. Et chez Rousseau aussi, il y a à plusieurs reprises, dans différentes études, dans les milles, dans le contrat social en particulier, il y a ce regret par rapport à l'homme de la civilisation qui a perdu des formes d'énergie, qui est atteint chez de lui d'une maladie de langueur, qui ne peut plus être l'homme de la République romaine, par exemple, etc. Donc il y a quelque chose qui est une lecture inversée, on pourrait dire, à rebours de l'histoire qui est vue au contraire par certains auteurs à cette époque-là comme allant dans un sens progressif, tandis que d'une certaine façon l'histoire irait à rebours dans la mesure où elle prendrait la voie de la civilisation. C'est sur ce plan que l'on peut faire une confrontation entre Sade et Rousseau, toute proportion gardée encore une fois, puisque, comme on va pouvoir dire d'une façon humoristique par une sorte de calembour, c'est la même chose, sauf que c'est le contraire. Mais effectivement, il y a cette même rupture de ce point de vue-là, avec un certain aspect et ça est, à plus forte raison, ensuite Fourier, qui aussi, bien qu'étant à un certain point en opposition ou en distance avec Rousseau, est également adversaire de la civilisation. Il n'est pas, comme il le dit Laudator Temporis Acti, admirateur des temps anciens, mais il constate l'affaiblissement, pourrait-on dire, l'amoindrissement des sources passionnelles, de l'intensité des désirs, etc. Donc c'est des passions, puisque le terme de passion est également celui de Fourier. Donc ce monde des passions est quelque chose qui reste en sous-jacence dans cette analyse passionnelle qui leur est commune. Donc ce que tu avais mis, là je suis d'accord avec toi. Dès lors le passé, oui, la passion pourrait être considérée comme une force poussant vers l'avenir, suivant une ligne progressive dans le contexte des Lumières, de laquelle Sade s'éloigne, puisque le monde des passions ne peut pas être mis en lumière. C'est ça, je ne sais pas. Je dis d'une façon un petit peu maladroite, peut-être, mais il est évident qu'il reste de ce point de vue-là, et on retrouve l'allégorisme de cette tour infernale, c'est dans le secret, dans l'obscurité que chez Sade, on trouve ce creuset passionnel
cette fermentation passionnelle qui est semblable à de la lave en ébullition. Donc c'est dans sa vision volcanique, c'est pas tellement, donc peut-être une fouille, mais une vision volcanique, dont on trouvera aussi l'expression d'ailleurs à la fin de Juliette, puisqu'il y a beaucoup qui se passe à Naples, qui se place dans les environs du Vésuve, de l'Etna, et où l'on a énormément de relations, d'écho de cette force volcanique dans laquelle vivent les personnages. Et il y en a un qui se jette dedans, je crois, la princesse de Borghese, je sais pas, qui est jetée par Juliette dans le cratère d'un volcan en ébullition. Donc il y a quelque chose qui est un jeu, et à ce moment-là, entre la nature passionnelle, la nature physique et la nature passionnelle. Bon, je te laisse alors, pour que l'on ne perde pas de temps, puisqu'on a encore une demi-heure à peu près, oui. Une demi-heure à peu près. Vas-y. Je voudrais souligner l'effet, après tout, qu'on a deux conceptions différentes, la conception progressive kantienne et la conception anti-progressive sadienne. Le progrès, selon Kant et selon le programme des Lumières, s'effectue à travers le savoir, à travers ce que Foucault appelle l'épistémé. Il y a donc des disciplines qui peuvent promouvoir le savoir, la technique aussi. Donc l'homme peut se diriger vers un futur mieux que le passé. Voilà en 2-3 lignes les concepts de lumière, les concepts progressifs. Aux antipodes de ces plans se trouve Sade, qui met en relief l'émergence de la passion en tant que force vitale, en tant que source secrète d'inspiration et de motivation pour l'homme, qui peut conduire l'homme même à son anéantissement. Il y a donc une certaine opposition entre la raison et la passion. Il est évident que la raison a gagné ce jeu historiquement, tandis que la source passionnelle sadienne a été refoulée en quelque sorte dans les entrailles de l'histoire. Sade donc propose au lecteur quelque chose qui n'est pas de l'ordre historique, quelque chose qui n'est pas tiré de la narration progressive. Il construit quelque chose d'autre, une narration qui vise à construire une chimère. Une chimère, la notion et les concepts viennent de Michel Foucault, qui a consacré une conférence à Sade.
d'où l'on tire ce concept de chimère. C'est quoi? Est-ce qu'on trouve où cette conférence? Cette conférence est inédite. Ça se trouve dans les archives de Michel Foucault à l'IMEC. À chimère, oui. Oui. Donc, il s'agit d'une conférence que Michel Foucault a donnée à l'université de New York. Et qui s'appelle comment? SAD. SAD. Ah oui, Oui. à SAD uniquement. SAD, oui. En deux parties. Il s'agit d'une approche de l'œuvre de Sade qui s'intitule Juliette. Mais Foucault fait une analyse plus grande, plus vaste, fait une analyse vaste en abordant toute l'œuvre sadienne. Moi, j'avais pris l'autorisation de consulter cet manuscrit, ce texte, qui se trouve sous forme de tapuscrit avec des corrections qu'a fait Foucault, parce que il est fort probable que les étudiants ont retranscrit cette conférence. Et Foucault, peut-être après, l'a vu, l'a corrigé, mais pas en entier. Et j'ai pris l'autorisation de consulter ces manuscrits par la famille de Michel Foucault et la sœur de Michel Foucault, Francine Frouchot, à laquelle j'exprime tous mes remerciements. Oui, mars 1970. Donc j'ai tiré le concept de chimère de cette conférence de Michel Foucault. C'est ça, chimère. Oui. J'aimerais bien savoir où c'est qu'il a parlé, ce concept de chimère. C'est dans le texte inédit qui se trouve. Oui, mais où, sous quelle forme c'est qu'il parle de chimère? Sous forme de tapuscrit. C'est parce que je veux dire, où c'est qu'apparaît, dans quelle phrase, sous quelle forme ce mot chimère? Ah voilà. C'était pas fou. C'est ça. Tu cites une phrase. Oui. Mais enfin, je te laisse. Oui. Mais je lis simplement. La chimère, ce n'est pas ce qui n'existe pas, c'est ce qui existe tout. C'est mal écrit. C'est ce qui existe tout en moins que c'est davantage ce que c'est. Ça ne veut rien dire. La chimère, tu l'as mal relevé. La chimère, ce n'est pas ce qui n'existe pas, c'est ce qui existe tout en moins que c'est davantage ce que c'est. Ça ne veut rien dire. Ah, quelle est la phrase? La phrase est correcte. Et oui, est correcte, la phrase.
là. Mais c'est ça c'est ça l'argumentation oui, paradoxale. C'est exactement cette formule. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui existe. C'est ça que je comprends pas. C'est ce qui existe tout en moins que c'est davantage ce que c'est. Il a malheureusement qui adore. Non. Non. Et si? Non. Bah, si, forcément, il n'a pas pu écrire ça. Il s'agit d'une transcription faite par des étudiants. Oui, mais enfin, ils n'ont pas pu, les étudiants, écrire une phrase qui n'a pas de sens. Si elle a de sens. Non, ce n'est pas ce qui n'existe pas. Bon, c'est ça. C'est ce qui existe. On ne dirait pas tout. Attends. Quelle est la phrase que l'on a mal reconstruite? C'est ce qui existe. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout en moins que c'est davantage ce que c'est. Tout du moins. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout en moins. Parce qu'on pourrait dire d'autant. En fait, c'est ce qui existe d'autant moins. Non, mais c'est ça, c'est ce qui existe. Donc il faut que ça existe. Donc, elle n'a pas de l'inexistence, elle existe, la chimère, que ça soit pris au sens littéral, d'une chimère composée, d'un animal composé de différentes parties d'autres animaux. On verrait à la place d'autant plus que tout en moins. Oui, c'est une formule paradoxale, mais correcte. Elle existe tout à fait. Bref, plus la passion, le crime désirant ou le désir criminel existe, c'est toi qui le commentes, j'ai l'impression. Oui. Plus l'homme. Oui. Oui, et plus l'homme, c'est-à-dire le sujet de la métaphysique occidentale, n'existe pas, oui. Là aussi, c'est une chose. Là, on comprend à peu près, ça veut dire, dans la mesure où il y a plus de crimes, c'est le sujet, effectivement, le sujet de la métaphysique, le je pense, etc. Ça, c'est quelque chose qui se trouve également dans une certaine mesure, enfin, dans la métaphysique classique, mais ce n'est pas... L'écriture sapienne qui relie le désir à la vérité en transformant le sapere aude, désir savoir, ose savoir, en desiderare aude, ose désirer. Fait dérailler, ça c'est ça, sous les coups de la massue du temps, là c'est justement écrit, le plan du progrès historique en atopone, en utopie. C'est pas tout à fait, atopone, c'est pas tellement utopie, oui, mais chimère. Ah oui, c'est ça. Donc ça serait utopie chimère qui serait en quoi consisterait, c'est ça, cette chimère, donc serait une utopie Bon, je te laisse la parole, alors, parce que là je ne vais pas me substituer à toi, puisque c'est toi qui l'as écrit. Vas-y. Par rapport à ce concept de jumère, il faut prendre un exemple. C'est l'exemple de l'existence de Dieu. Descartes dit que Dieu existe vraiment suite à une certaine structure, en suivant une certaine structure logique. Descartes dit que Dieu est tout puissant
savant, bon, etc. Comme moi, en tant qu'être mineur, disons, je peux apercevoir en tel être qui est suprême, tout-puissant, etc. Donc, puisque, comme moi-même, je peux apercevoir l'idée du pouvoir suprême, ce pouvoir doit exister. C'est pas ça l'argumentation de Descartes, un peu. Mais ça dit quelque chose au sens contraire. Il dit que Dieu est méchant. Il en est responsable des crimes. Il laisse les filles être violées, etc., etc. Mais, comme Dieu ne peut être méchant, Dieu n'existe pas. C'est ça la structure logique, la structure logique de la chimère chez Foucault. Comme Dieu est méchant, mauvais, responsable de toutes sortes de crimes, il ne peut pas exister puisque Dieu ne peut pas être méchant. Voilà, c'est la formule logique de la chimère. La chimère, ce n'est pas ce qui n'existe pas. C'est ce qui existe tout en moins que c'est davantage ce que c'est. Dieu étant davantage méchant. À quelle page c'est ça 74. 74. Ah bon, c'est ça. Oui. Donc là c'est mieux relevé très certainement, oui, c'est ça. Oui, certainement. En bas ou en haut? C'est la formule. Mais oui, mais non, en bas. Oui, mais c'est pas ça, c'est la même chose. On peut lire oui. encore une citation. Dieu est méchant, écrit Foucault, et par conséquent, puisque Dieu est méchant, et qu'il est contradictoire que Dieu, tout puissant, tout bon, etc., soit méchant, il faut donc que Dieu n'existe pas. C'est là la formule logique de la chimère chez Foucault, à propos de Sade. Inspiré par cette approche foucaldienne, je voudrais appliquer la formule de chimère à l'œuvre sadienne Aline Valcourt, où l'on trouve vraiment deux sociétés bien construites. Je veux donc consacrer mon propos à Aline Valcourt pour que l'on puisse finalement étudier la sexualité en tant que telle, puisque c'est exactement dans ces deux utopies où l'on trouve la sexualité déployée. Oui, dans Aline et Valcourt, il y a une utopie construite par Sade qui, dans une certaine mesure, peut être considérée comme étant une utopie positive, c'est-à-dire qui est à mi-chemin entre les propositions de liberté de donner à la pulsion sexuelle dans la philosophie dans le boudoir, mais également qui s'arrête au bord du crime, c'est-à-dire c'est une sorte d'utopie qui
ressemblerait plutôt d'ailleurs, bien que prise dans des limites beaucoup plus restreintes à celle de Fourier, au Nouveau Monde amoureux de Fourier. C'est pris dans des dimensions plus restreintes parce qu'en définitive, cette utopie est beaucoup plus proche d'une conception de l'amour libre selon les philosophes et selon Diderot, mais ça ne veut pas dire du tout que Sade ajoute une crédibilité particulière ou une valeur particulière à cette utopie d'Aline et Valcourt. Elle fait partie du roman, qui est une sorte de roman picaresque et qui raconte les aventures de personnages qui sont présentés un petit peu comme sur le modèle du roman espagnol en cascade, en tiroir en quelque sorte, chacune, ou comme dans les Mille et une nuits aussi, chaque histoire se greffant l'une sur l'autre. Et à un certain moment, il y a cette utopie dans laquelle il y a des propositions qui sont très rationnelles, très conformes à ce que peut être une utopie concevable, vivable, composant une collectivité valable, mais qui également ne peut pas être considérée comme étant une expression complète de la pensée de Sade. Donc, il est bon de mentionner, d'analyser l'utopie d'Aline et Valcourt, mais elle ne peut pas être opposée ni à l'œuvre de Sade, ni même aux développements qui vont beaucoup plus loin, qui sont donnés dans la philosophie, dans le boudoir. Non, ce n'est pas posé. Oui. Et oui. Ce n'est pas posé. On peut donc enfin récapituler elle prend surtout position justement relativement à ce thème dont tu as parlé et qui est intéressant et qui est aussi central pour les réflexions sur la sexualité et l'amour au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la conception de la liberté dans le mariage, qui est un des éléments essentiels de la discussion philosophique au XVIIIe siècle et que l'on voit traiter en particulier dans le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Et l'utopie de Sade ressemble, puisqu'elle se situe aussi dans un univers, dans un monde qui est celui d'une sorte de monde d'île du Pacifique ou d'Océanie fantasmée. Elle fait penser un petit peu à ces développements de supplément au voyage de Bougainville, mais qui ne vont pas, qui développent une certaine forme de liberté amoureuse, mais qui n'ont pas tous les développements que l'on pourra trouver dans le Nouveau Monde amoureux de Fourier, par exemple, mais qui, très curieusement chez Sade, n'ont pas non plus ces dérives, ces illimitations, ces frontières dépassées par la passion, et qui vont tout à coup tomber dans le crime, dans la domination, la souveraineté de la passion sur l'individu, etc. Donc il y a quelque chose qui est un peu particulier dans cette utopie d'Aline et Valcourt, qui est intéressante à analyser surtout par confrontation avec les autres développements qui sont donnés
dans la pensée de Sade, et y compris d'ailleurs dans non seulement dans ses œuvres majeures, mais également dans ses romans, où il insiste surtout sur l'aspect criminel de la passion. Parce que là, c'est une passion qui est envisagée d'une façon non criminelle, qui s'arrête, on pourrait presque dire, au bord du crime, alors que les autres conceptions, les autres descriptions de Sade sont essentiellement centrées sur le caractère illimité, donc criminel de la passion. Oui. Je voudrais, en fin de compte, donner la parole à ceux qui voudraient interroger, parce que là, on aboutit presque à 5h10, 5h15, donc il faudrait donner quand même un quart d'heure de discussion à ceux qui voudraient poser des questions à Constantin. Dans ce mélange, au fond, dans cette alchimie subtile entre réalité et fiction, est-ce qu'il n'y a pas un côté très moderne chez Sartre qu'on retrouve chez quelques romanciers du XXIe siècle, par exemple chez Régis Geoffrey, qui met en scène le crime d'un banquier Sterne, entouré de latex par sa maîtresse, au fond. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, même dans le scandale à l'heure actuelle d'une juriste qui met en scène et qui traite son amant de cochon sublime, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, cette vérité du crime qu'on retrouve, que certains romanciers aussi, entre ce vrai faux, ce faux vrai, à la différence du journaliste qui cherche toujours le fait, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une vérité de la fiction, du roman, au fond, plus vraie que la vérité du philosophe conceptuel ou la vérité, entre guillemets, l'information du journaliste? Est-ce que c'est pas ce côté... Parce qu'il y a un côté aussi lumière, le contexte des lumières, c'est Sade, mais il y a aussi ce côté très moderne, au fond. Voilà. Oui, je te remercie beaucoup de ton petit développement qui est vraiment original. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Il y a une vérité littéraire, une vérité qui ne peut pas être assimilée à la vérité platonicienne, une vérité artistique, littéraire qui circule dans notre époque, depuis les Lumières et encore aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord.